Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va parler d'Urbex avec Florian, alias Respawn. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, explorateur urbain grenoblois qui a choisi cet été une destination de vacances à la fois inattendue et un peu dangereuse. On garde encore un petit peu le suspense, mais je peux vous donner un indice. Florian est plus radioactif que nous sur ce plateau. Voilà, on va parler également de la pierre des rois, le nom donné à une BD et à une roche extraite du sol isérois qui a servi à réaliser de nombreuses sculptures que l'on retrouve aujourd'hui dans les plus grands musées. Georges Martin, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le dessinateur, le porteur de ce projet, de cette BD qui s'inspire de l'histoire vraie, de la vie de Robert Ayot, qui est un historien de Visil, dans l'agglomération grenobloise. Et vous nous raconterez tout à l'heure le lien avec cet échantillon que vous nous avez amené. C'est de l'albâtre, une pierre qui vient de ces mines qui avaient cours il y a quelques siècles à côté de Grenoble. Mais avant les rois, place aux reines, j'ai envie de dire. On a le plaisir d'avoir avec nous deux reines de beauté. Nora Bengreen d'abord, par ordre de, j'allais dire de taille, mais d'ancienneté, Miss Rhône-Alpes 2015. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. À côté de vous, la nouvelle Miss Rhône-Alpes 2021. C'est tout chaud. Charlotte Fort, bonjour. Bonsoir. Vous avez été élue il y a quelques jours. Vous êtes étudiante en communication à la Tronche, à l'ITEC. Vous avez d'abord remporté le titre de Miss Isère en juillet, puis le titre de Miss Rhône-Alpes. Il ne reste plus qu'une marche maintenant. Pour l'instant, le parcours est parfait. C'était la dernière étape avant l'aventure Miss France et ça y est, j'y suis. Donc j'ai hâte que ça commence. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans ce type de concours ? Alors je dirais plutôt que c'est le hasard, puisque pour la première étape Miss Isère, c'est le comité Isère qui m'a démarché sur les réseaux. Et donc je me suis lancée en me disant que ça allait me faire une expérience, donc pourquoi pas. Et je suis élue donc en juillet et la prochaine étape logique c'était Miss Rhône-Alpes. Et pareil, j'y suis allée en m'amusant, en me lançant un défi et ça a fonctionné. Ils ont dû naître au comité Miss Isère. Vous avez démarché aussi à l'époque, Nora, ou c'est vous qui aviez fait la démarche pour candidater ? Aucun des deux. Moi, c'était ma mère qui m'avait inscrite parce que je ne voulais pas le faire. De force, c'était une punition presque. Et du coup, elle m'avait inscrite, elle m'avait posé le papier et elle m'avait dit tu le fais. Et donc, je m'étais lancée pour elle. Et vous l'aviez bien fait, en plus. Comment ça se passe, Charlotte, une élection de Miss ? Alors, c'est beaucoup de préparation avant le show, préparation de chorégraphie. Pour l'étape Miss Rhône-Alpes, il y avait une préparation d'éloquence également, préparation du catwalk. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre et à mettre en place le jour J. Vous parliez de show, c'est effectivement un spectacle au-delà de l'élection. On va voir quelques images de l'élection Miss Isère du mois de juillet. Pareil, vous êtes en public dans une salle de spectacle, ça peut être impressionnant. Comment vous avez géré ce moment-là ? C'est vrai que moi qui ne suis pas dans le monde du spectacle et qui est plutôt dans un gymnase, dans le sport, ça m'a fait bizarre, ça m'a fait tout drôle. Mais j'ai découvert la scène et en fait c'est un milieu que j'ai beaucoup aimé découvrir. Donc c'est que du plus pour moi aujourd'hui. Nora, ça vous rappelle des souvenirs, ce genre de soirée ? Oui, beaucoup. Ça met toujours des petits picotements dans le cœur parce que on se rappelle un peu l'adrénaline et les émotions que ça nous faisait ressentir. Donc c'est génial. Vous étiez une vingtaine sur la ligne de départ pour cette pour élection ? Miss Isère, on était 16 et pour Miss Rhône-Alpes, on était 20, oui. Avec un public présent, j'imagine que vous aviez comme toutes vos supporters dans la salle. J'avais beaucoup de soutien de la part de ma famille et des proches et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée quand on marche sur scène et qu'on entend toute sa famille hurler son numéro, ça booste beaucoup. Votre maman était là à l'époque, Nora ? Forcément, si elle vous avait inscrit. Oui, forcément. Et puis elle était là aussi pour l'élection de Charlotte. Ah bah, oui. Elle a voté pour elle ? Oui. Bon, ça tombe bien, heureusement. Le moment le plus stressant d'une soirée comme celle-là Je dirais que c'est le discours.
ou la question. Voilà, les chorégraphies, on les a travaillées, on les connaît, mais une fois qu'il faut passer avec le micro, c'est autre chose. Il faut montrer qu'on a de l'éloquence, qu'on sait rester calme devant un public. Donc, je dirais que c'est la partie la plus difficile. Et le moment du verdict, comment vous l'avez attendu, comment vous l'avez vécu? On sent qu'on va peut-être être celle qui va être choisie dans ces moments-là? Pas pour ma part, je m'y attendais pas et on est stressé. Mais déjà, j'étais fière d'avoir fait ce que j'ai fait. Et donc, je n'attendais pas être numéro 1 à chaque fois. Et pour moi, c'était que du plus d'être appelée. On vous voit là, sur l'élection de Miss Isère, ça se déroulait à Alvar cet été. Avec le public, évidemment, qui encourage toutes les Miss, hein, parce qu'en général, je ne sais pas, j'étais pas avec vous, mais il y a une bonne ambiance dans ce genre de concours. Le public est très fair-play, il n'y a aucun souci. Bon, vous parliez de sport, parce que vous êtes une sportive également, vous faites du volleyball. Hein. C'est ça, depuis 10 ans au club de Grenoble, le GVUC. Grenoble Volley, bon, le volley en plus qui est devenu champion olympique cet été, vous avez suivi la performance des garçons? J'étais très, très heureuse pour eux parce que c'est historique, c'est leur première médaille d'or. Et donc j'étais là pour leur finale devant la télé malheureusement, mais j'étais très fière. Vous jouez un bon niveau en National 2 chez les filles. Comment ça a été perçu, vos succès respectifs dans ces concours de beauté? Alors j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mon club, aucun préjugé, au contraire. J'ai même eu des coéquipières qui sont venues dans le public le soir même, donc je les embrasse fort. Non. Vous disiez que vous redoutiez la question. Je vais vous en poser une à toutes les deux. Alors, ce n'est pas une question orale, c'est une photo que je vais vous demander de regarder et de me dire si vous reconnaissez quelqu'un, ou quelques-unes d'ailleurs, sur cette photo. Alors moi, il me semble reconnaître, je ne voudrais pas écorcher son nom, mais Élodie... Alors, Élodie Gossuin, voilà, qui était la Miss France d'il y a quelques années, qui est effectivement au milieu de cette photo. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était les deux jeunes filles qui sont à gauche et à droite. Alors, c'est un peu normal que ça ne vous dise rien, parce que ça date, c'était 2004. Mais c'était Leslie Rousier, qui était Miss Rhône-Alpes à l'époque, en 2004. Et à côté, Nelly Thévenet, qui était sa deuxième dauphine, comme on dit dans les classements de Miss. Si je vous les montre toutes les deux, c'est que c'est deux joueuses du Grenoble Volley de leur époque. Mais... J'ai eu un message de la part de Leslie, oui, et je suis très contente d'avoir pu la rencontrer et je lui passe le coucou. Bon, il y a un truc avec ce club, hein, pour qu'ils forment comme ça des Miss Rhône-Alpes à la chaîne. Leslie, dont le grand frère, a joué longtemps en équipe de France de volley également à haut niveau. Vous allez continuer le sport en parallèle, la saison, le championnat, ça va s'organiser comment? Oui, tout à fait, je vais continuer. C'est juste mis en pause le temps de la préparation Miss France et pendant le voyage à l'île de la Réunion. Mais si je reviens et quand je reviendrai, je reprendrai à fond le volley. Ouais, on ne se pointe pas avec une entorse et des béquilles le jour de l'élection. Ce sera le 11 décembre, évidemment en direct sur TF1. Vous regardiez les années précédentes ce type d'émission? Je regardais les Miss France, oui. Je ne regardais pas les concours avant, les régionales et départementales. Donc c'est tout nouveau pour moi de les avoir découverts. Et par contre, oui, en décembre, je me retrouvais toutes les années devant la télé. Bon, vous avez dû forcément voir les images que l'on va découvrir. C'était en 2015 avec Nora, qui avait fait le même parcours que vous, hein, Miss Isère, Miss Rhône-Alpes, et puis qui était là avec les finalistes de l'élection. J'imagine que c'est un moment qui reste gravé dans une mémoire de jeune fille, Nora? Ah oui, c'est sûr. Encore maintenant, j'ai du mal à réaliser que c'est l'aventure que j'ai faite. Mais ça restera vraiment un des plus beaux souvenirs de ma vie. C'est bien vous, c'était bien Jean-Pierre Foucault notamment, ouais, qui était le maître de cérémonie. Vous aviez bien figuré en plus dans cette élection, vous faisiez partie des sélectionnés de la deuxième partie. Oui, j'étais très heureuse, j'ai été dans les 12 finalistes. J'ai été très bien classée, donc j'étais vraiment très fière et pour ma famille et pour ma région, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas été classée. Donc j'étais très contente de ramener cette écharpe à la maison. Ça fait une centaine d'années que le concours Miss France existe. Il n'y a jamais eu d'Iséroise. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, Charlotte, mais on a bien failli en 2009 avec Virginie Deschenaux, qui était une Grenobloise, qu'on avait eu le plaisir d'ailleurs d'accueillir sur ce plateau avant son élection. Et elle avait terminé en deuxième position. Je ne sais pas si c'est la meilleure ou la moins bonne des places sur ce type d'élection. Vous l'envisagez comment, vous, ce final? Alors, je dirais que
j'envisage pas encore de classement. Je vais y aller comme à Miss Isère et comme à Miss Rhône-Alpes. Il faut que je m'amuse, que je me mette le moins de pression possible et advienne que pourra. Ça fait peur quand même de se dire j'ai une chance sur 15, 16 de devenir Miss France et d'avoir quand même une vie qui peut être un peu bouleversée. Peut-être pas peur, mais une certaine pression. Mais c'est de la bonne pression qui nous motive, donc je me fais pas trop de soucis. Bon. Puis après, quand on passe dans ce type de concours, on a des débouchés énormes. Regardez Nora, ce qu'elle a pu faire une fois qu'elle a été élue Miss Rhône-Alpes et qu'elle est passée sur le plateau de Miss France. Voilà, tous les ateliers de mécanique de l'agglomération lui ont ouvert ses portes. C'était vrai. Hein, c'était votre Mais converse. j'avais été super dans mon rôle. Hein. Je m'étais découvert une vocation de garagiste, quand même, faut le dire. Alors, c'est pas sa reconversion, c'était une petite série qu'on avait produite sur Télé Grenoble qui consistait de demander à des personnalités de vivre la vie d'un artisan et vous aviez choisi la mécanique. Oui, c'est ça. Ça a changé carrément de ce que je faisais de base. Hein, donc, du coup... Ça n'a pas créé de vocation? Non, vous aviez Mais ça m'a aidé dans la vie de tous les jours, par contre. Ah, bah, ça, je pourrais dire que si demain j'ai besoin, je peux vidanger une voiture. Bon, bah voilà, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient Si quelqu'un voudrait mes services, n'hésitez pas. de faire appel à vos services. Ça a eu des conséquences plus sérieusement sur les années qui ont suivi votre participation à ces concours, Nora? Oui, beaucoup. Déjà, juste dans ma vie personnelle, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup confiance en moi. J'ai pris beaucoup de maturité et je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plein de choses. Donc, moi, je rêvais d'être hôtesse de l'air, je l'ai fait. Vraiment, j'ai accompli plein de choses dans ma vie. J'ai été mannequin et tout. Donc, du coup, et ça, je l'aurais pas fait si j'avais pas été Miss. Donc, ouais, c'est génial. Bon, Charlotte, on vous souhaite beaucoup de chance. Je ne sais pas s'il faut que de la chance. Il faut peut-être aussi du soutien parce que le public dans ces élections a une part importante. Oui, c'est ça. C'est beaucoup le public qui choisit, il me semble, pour la première partie sélection des candidates. Donc, je vais avoir besoin de soutien. Tout Télé Grenoble votera pour vous, la maman de Nora aussi. Donc ça fait déjà nos invités ce soir, maintenant qu'ils vous ont rencontré, ils vont aussi voter pour vous. Dernière question, vos parents, votre maman, votre papa, comment ils appréhendent ça? Ça peut être parfois un peu compliqué pour un papa de voir sa fille exposée comme ça à la télévision. Alors pour mon papa, pour mes parents, il n'y a aucun souci, ils sont très très fiers. Ils connaissent pas du tout ce milieu, du coup ils sont un petit peu plongés là-dedans aussi. Et heureusement que j'ai 2 très bons comités qui nous aident, le comité Isère et Rhône-Alpes, qui me soutient et qui aide beaucoup ma famille à gérer tout ça. Faites-nous une promesse, si jamais vous êtes Miss France, vous revenez avec plaisir sur ce plateau, nous raconter ce dernier épisode. Puis même si vous ne l'êtes pas, nos portes sont toujours ouvertes à toutes les Miss. Merci, on espère qu'elle reviendra avec cette écharpe quand même. De l'Isère, ouais. Puis il y en a un qui est en coulisses, là, qui espère aussi, c'est l'organisateur, Jérémy Chevron des concours Miss Isère, qui espère avoir la consécration avec... Une gagnante enfin au niveau national. Est-ce que vous connaissez l'Urbex toutes les deux? Non. Ah, vous avez le droit de dire non. Hein. On va justement découvrir ça et vous allez voir, c'est un petit peu moins paillette quand même. Hein. Florian, alias Respawn, étudiant en marketing digital à Grenoble et adepte de l'Urbex. Qui n'a rien à voir avec les Miss France. Non, c'est ça, je disais que c'était moins paillette, c'est un autre univers qui a son charme aussi. Mais c'est pas le même. Il n'y a pas Jean-Pierre Foucault, en tout cas, ce serait surprenant. J'aimerais bien. Comment on peut définir justement l'Urbex? L'Urbex, je pense que globalement, c'est explorer des endroits construits par l'homme et majoritairement abandonnés, mais ça peut maintenant également s'appliquer à tout ce qui va être monde souterrain, comme les mines, et tout ce qui va être toit, rooftop, comme on dit. Mais c'est des lieux construits par l'homme, et les explorer, sans limite, avec liberté. Voilà. Et on voit là quelques-uns des lieux que vous explorez ici. C'est vrai que ça ne donne pas hyper envie quand on voit ces photos d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous, ça vous attire? Hein? Moi, c'est vraiment où j'ai envie d'aller, clairement. Quand je vois des bâtiments abandonnés sur la bord d'une route, j'ai qu'une envie, c'est m'arrêter tout de suite. Il y en a beaucoup. D'y aller. Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est des choses qui sont à proximité. Tout ce qu'on voit, c'est en Isère. On a un patrimoine industriel très très fort. Il y a énormément de choses à voir. Et oui, tout ça, c'est que des choses que j'ai pu capturer tout autour de Grenoble, dans la région, ou même à Grenoble même. Et
Puis voilà, c'est un peu mon passe-temps du week-end, quoi. Même plus qu'un passe-temps, c'est une passion, quoi. Comment on les déniche ces lieux? Il y a un petit guide touristique qui indique les bons spots? Non, il n'y a rien du tout. C'est vraiment beaucoup de recherche Google, recherche de mots-clés, regarder les articles qui sortent à droite, à gauche. Souvent, le Dauphiné est une bonne source d'informations sur des lieux qui peuvent être abandonnés. Ça peut être juste de la recherche visuelle quand on est en voiture, en train, des connaissances. Et La dernière photo, je crois que j'ai avoir reconnu une usine au-dessus de vos reps qu'on voit quand on oui, passe peut-être. du côté de l'autoroute. Ils n'aiment pas trop donner leur... C'est peut-être par là. Peut-être que C'est c'est peut-être- un gros mastodonte dans la montagne, peut-être. Ouais. C'est- Un des lieux les plus emblématiques de Grenoble. Ouais, d'ailleurs, je ne savais pas qu'elle était abandonnée. C'est en voyant vos photos que j'en déduis donc... Ouais, depuis un certain temps maintenant même. Et en fait, elle a été délocalisée à celle de Saint-Égrève qui est sur le bord de l'autoroute avec les petits wagons Avec les qui petits wagonnets qui passent au-dessus. Exactement. Donc celle-là est abandonnée. Justement, ces lieux abandonnés sont plus gardés. On y accède comme ça. Comment ça se passe en général? Bah, ça dépend déjà beaucoup des pays. En France, pas mal sont laissés juste comme ça, sans surveillance. Il y en a certains qui sont gardés. Mais c'est vrai qu'il y a tout le temps des accès à droite, à gauche et pour s'y faufiler et faire des photos, quoi. Après, le but, c'est juste d'aller faire des photos et de laisser aucune trace et de rien dégrader. On est une ombre, on fait des photos, on repart et puis voilà, quoi. Ouais, vous, c'est pour le plaisir de C'est découvrir, ça. le plaisir des yeux. Exactement. Bon, il y en a qui regardent des émissions de Miss, il y en a d'autres qui aiment aller dans des endroits un peu plus flippants, on peut le dire comme ça. Là, on est aussi à proximité de Grenoble? On est à proximité de Grenoble. On est très très près de Grenoble. On est sous terre même, hein. Oui, là, je confirme. Comme ça, intuitivement, je me dirais peut-être du côté de la Bastille. Mais bon, je ne sais pas, il y a encore un wagonnet comme celui-là, abandonné dans Il y des en a- anciennes mines. Là, je crois qu'il y en a même une trentaine de berlines qui resteront là jusqu'à la fin des temps, quoi, jusqu'à ce que ça s'effondre. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir tout ce patrimoine industriel où les ancêtres grenoblois ont bossé pendant des années. Et c'est vrai que tout est encore là, on peut découvrir les mécanismes, on peut découvrir comment ils travaillaient avant. Et c'est quand même vraiment intéressant, c'est un musée à ciel ouvert, quoi. Là, sous terre, du coup, mais c'est des musées dans lesquels on peut interagir avec son environnement, quoi. Et c'est trop, trop cool. On peut faire des rencontres aussi dans ces endroits, parfois. Comment ça se passe? On est tout le temps tout seul. Franchement, oui. Ça m'est arrivé de rencontrer pas mal de gens, et même plus sous terre que dans les lieux abandonnés à la vue de tout le monde. C'est vrai que j'ai pu faire, des fois, en descendant dans les mines, j'apercevais des frontales un petit peu au loin, comme ça, et en fait, on se rencontrait, et les gens étaient venus également explorer, faire des photos, prendre un pique-nique sous terre. Ouais, c'est vrai qu'il y a toute une communauté un petit peu secrète. Et on se rencontre comme ça, quoi. Du urbex, ça peut être dangereux aussi, cette activité. Vous parliez notamment des toits, d'évoluer comme ça. Tout dépend de sa pratique sportive et tout dépend des risques qu'on prend. Personnellement, je viens du monde du parcours, du coup, tout ce qui a évolué dans un environnement urbain, tout ça, je me suis entraîné pendant des années, du coup, je suis à l'aise avec tout le mobilier urbain, que ce soit sur terre, dans les airs ou sous terre, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'il faut toujours se renseigner un peu sur le lieu qu'on va visiter un petit peu avant et puis après, on fait en fonction, quoi. Si quelque chose, on ne le sent pas, on ne le fait pas, clairement. On ne va pas aller se balader sur les toits du jour au lendemain juste parce qu'on a vu ça à la télé. Si on n'a pas l'entraînement adéquat, c'est un peu dangereux, c'est vrai. Après, voilà, chacun est responsable de ses propres actes. Moi, j'ai l'entraînement qui va. Je me permets de faire certaines choses dont je sais que je suis capable. Et puis voilà, ça. Il faut toujours ménager le risque, on fait attention, on se renseigne et puis après, ça se passe bien. Nora et Charlotte, maintenant vous savez ce que c'est que l'urbex. Est-ce que ça vous donne envie de franchir le pas et d'aller découvrir ces... Alors moi, je suis un petit peu peureuse, donc je pense pas que j'irai de moi-même toute seule là-bas. Moi, une photo de Miss bien apprêtée dans un endroit, un environnement d'urbex, ça peut, ça mais peut dans avoir un un bon super beau décalage. château abandonné, on en a des magnifiques en France. Franchement, ça peut être vachement cool. Ouais. Mais la photo des mines était vraiment belle. Moi, ça m'a donné envie. Mais après, j'ai la phobie des araignées, donc Non, il y en a. En vrai, il y en a pas, hein. À la rigueur, des chauves-souris. dans ce cas-là, on peut discuter. C'est vrai que on rencontre pas trop d'animaux sous terre. Mais c'est vrai qu'en plus d'être un explorateur attentif, Florian fait des belles photos. Mais que dans mon environnement, moi. C'est vrai Ouais, que mais- c'est plus du paysage. Parce que voilà, vous êtes inspiré. Alors, cet été, parce que c'est un gentleman aussi, Florian, il a décidé d'emmener son amoureuse, sa copine, dans un endroit de villégiature pour le moins insolite et inattendu. Il l'a emmené à Tchernobyl. Eh ben oui, alors pour les plus jeunes, Tchernobyl, c'est le nom d'une centrale en Ukraine qui a été le théâtre en 1986 de la plus grande catastrophe mondiale nucléaire. On n'a jamais d'ailleurs su exactement le nombre de morts, parce que ça appartenait à l'ex-URSS et c'était pas hyper transparent. Oui, c'était aux environs 35 officiellement, et puis c'est des centaines de milliers en fait sur le long terme. On ne saura jamais, on ne pourra jamais savoir, mais c'est vrai que c'est des centaines de milliers, voire
des millions de morts à terme parce que Avec ce nuage radioactif qui s'est propagé. qui s'est arrêté aux frontières de la France, évidemment. Il paraît-il. Et alors c'est vrai que, en tout cas, la zone directement impactée par l'explosion de cette centrale nucléaire a été abandonnée. C'est aujourd'hui encore une zone complètement interdite parce qu'elle est contaminée. C'est pas l'endroit quand même le plus attirant de la planète. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller voir ce qui se passait là-bas? Ça dépend pour qui, mais moi, c'était vraiment... je suis passionné de cette histoire depuis tout petit. C'est vrai que c'est un lieu qui a inspiré tous les plus grands films post-apocalyptiques, tous les univers en fait, de jeux vidéo qui sont un peu post-apo, etc. Ben, Pripyat, Tchernobyl a inspiré tout ça. C'est vrai que ça m'a toujours donné envie d'aller voir ça. Les histoires, la série qui est sortie il y a pas très longtemps, que j'ai regardé, qui m'a vraiment donné encore plus envie d'y aller. Et c'est vrai qu'en fait, je voulais découvrir cette ville de mes propres yeux, en fait, vraiment comprendre ce qui s'était passé à cette époque-là et voir en fait ce qui reste de cette ville et vraiment de voir la catastrophe de mes propres yeux, de voir l'ampleur des dégâts et comment c'est maintenant. Alors il y a une zone d'exclusion à peu près de 30 km autour Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de bordure officielle parce que l'URSS n'a jamais délimité de bordure officielle, mais on peut dire que c'est à peu près 30 km de rayon, tout autour de Tchernobyl. Alors comment on fait justement pour franchir ces 30 km On y va à pied. On marche des bordures plus ou moins connues et on va jusqu'à la ville à pied sur une distance entre 40 à 55 km de marche. Voilà. Alors on vous voit dans la forêt avec un gros sac parce que comme là-bas tout est abandonné, forcément il faut être complètement autonome. On part en autonomie, ouais, c'est du survivalisme un peu. Du coup on part avec ration d'eau, de nourriture, vêtements de rechange, batterie, matos photo et puis on part comme ça. Ça c'est au niveau des lignes électriques qui relient, je crois qu'elles relient la Pologne celle-là. En fait, elles vont jusqu'en Pologne. C'est simple, pour aller à la centrale, il suffit de suivre la ligne, mais il faut aller dans le bon sens. Oui, quand même. et d'ailleurs, c'est sous les lignes électriques qu'on a du réseau si on veut envoyer des messages ou capter Internet. C'est vraiment là où que ça passe. On entend les petits grésillements encore et c'est à ce moment-là qu'on dégaine les téléphones. On regarde qu'il y a du réseau, on se dit ah c'est bon, on est quand même un petit peu civilisé quoi. Mais comment vous connaissiez le chemin? Il y a des guides sur place? C'est ça, il y a des guides non officiels, des stalkers on appelle ça, qui sont nés d'un mouvement. Il y a une dizaine d'années, suite à l'apparition d'un jeu vidéo qui reprenait en fait tout l'environnement de la ville abandonnée, qui cartographie cette ville. Ces Ukrainiens ont joué à ce jeu, ont appris toute la cartographie de la ville grâce à ce jeu, et puis après ils ont décidé de s'y rendre. Du coup, ce sont des gens qui connaissent un chemin pour y aller. Et c'est vrai qu'il y a quelques chemins qui ont été tracés par ces personnes au fil des années. Et du coup, il faut emprunter ces chemins à travers sable, forêt, routes abandonnées. C'est un peu flippant. Alors, on a d'autres images de l'approche avec évidemment tous les anciens signes de vie, mais plus beaucoup de réel. Vous êtes rentré aussi dans ces maisons? Oui, on les a visitées. Ça, c'était des maisons qui étaient un petit peu plus dans la zone d'exclusion. Du coup, et en fait, il restait encore pas mal de choses. Ça, c'était des vestes, des vêtements, des meubles, etc. Du coup, on voit vraiment la vie des Ukrainiens avant. Et ça, c'est vraiment la vie avant, ça. Ouais, ça, c'est un cimetière qui a été fait suite à la catastrophe. Enfin, je crois que c'est même un ancien cimetière et du coup, il y a des nouvelles personnes qui ont été enterrées suite à la catastrophe. Et du coup, c'est vrai qu'on peut s'y balader et avoir un petit peu les dates des décès des personnes. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui étaient décédés en 86 et un tout petit peu après. Et du coup, on sait très bien que c'est suite aux radiations, quoi. Et cette ville, alors, de Tchernobyl, comment on peut la décrire aujourd'hui, vous qui y êtes rentré? 2 fois. Deux fois en plus. C'est vrai que j'y reviens là. J'y suis revenu il y a une semaine et demie. Quelques jours. Ouais. Du coup, c'est un lieu, je trouve, magique parce que toute la faune et la flore sont revenues en fait à habiter ce lieu. C'est-à-dire que avant c'était toute une jungle de béton soviétique, hein, donc on imagine des grosses barres des gros blocs soviétiques, tous des trucs en béton gigantesques qui ne sont pas très accueillants. Et puis maintenant toute la nature a repris ses droits, elle a repoussé. Les animaux sauvages ils vivent maintenant à l'intérieur de la ville. Par chance, on peut croiser chevaux sauvages, des biches. J'ai vu une biche, c'est vrai, j'ai vu une biche la dernière fois. Renards, ours, loups, des cerfs, des chats, des chiens et plein d'oiseaux. On le voit là sur ces images, effectivement, la nature concurrence un peu la ville, mais les anciens vestiges sont toujours bien présents. Ils sont toujours bien présents. Ils ont été pillés au fil des années par les Ukrainiens parce qu'ils voulaient récupérer des matériaux. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de matériel. Là, par exemple, on peut voir une ancienne école. Et c'est vrai qu'il y a encore dans les salles de classe, il y a les bureaux, les cahiers, des masques à gaz parce que ils se préparaient pour la guerre froide. Du coup, dans toutes les salles, dans toutes les écoles, il y avait des réserves de masques à gaz. On peut retrouver même des affiches de comment se protéger contre une explosion nucléaire, etc.
C'est vrai que moi, je trouve un lieu assez magique et hors du temps. Ah bah là, c'est sûr C'est que hors du temps. Et, quand on voit ces immeubles au milieu de pour la avoir forêt... regardé des images de la ville il y a 10 ans, c'est vrai que la nature, elle est en train de totalement repousser de partout. Et je pense que d'ici une dizaine à quinzaine d'années, la moitié de la ville sera totalement engloutie par la nature, effondrée. Et ça sera plus pareil, quoi. Il y a une image qui est assez symbolique, on l'a vu sur la première séquence, c'est ces manèges abandonnés encore en l'état avec les autotamponneuses au milieu de la piste. Le parc d'attractions de Pripyat avec les autotamponneuses, la grande roue, la fameuse grande roue qu'on voit dans plusieurs jeux vidéo, films. Ouais, c'est vrai que c'est un lieu emblématique et c'est un lieu d'amusement à la base. C'est vrai que maintenant, on entend juste les manèges grincer avec le vent, quoi. C'est toute une ambiance, quoi. Ouais. Vous avez dormi sur place, là-bas? On avait notre petit appartement réservé. C'est ça, un petit appartement avec 2-3 lits, 2-3 meubles pour manger, et dans un immeuble abandonné dans la ville, ouais, où on dormait relativement bien. En été, on a mieux dormi que là, j'ai dormi cet automne, quoi, ce début d'automne. Ouais, Il faisait un peu plus froid, un peu plus humide. Mais c'est vrai qu'en été, j'ai vraiment bien dormi. Des bons matelas et tout, super. Et la centrale en tant que telle, aujourd'hui, vous avez pu... On la voit de approcher loin, on s'en approche pas parce que c'est très très surveillé et gardienné. Et puis, on la voit là sur cette photo, ça. Là, elle est on recouverte était d'un sarcophage on aujourd'hui. était à 3 km de la centrale sur une route parallèle. Et c'est vrai que maintenant, en fait, elle est toujours en activité. Il y a toujours des gens qui travaillent dedans 24 sur 24. Je crois qu'elle produit encore un petit peu d'électricité, de ce que j'ai compris. Et elle est éclairée la nuit. Et c'est vrai que c'est un peu un phare qui illumine toute cette région. Et, c'est assez impressionnant en fait, de découvrir ce sarcophage et de se dire que juste en dessous, si on enlève le sarcophage, il y a tout un tas de radiations qui s'échappent à nouveau. Et on replonge un petit peu dans une nouvelle petite catastrophe. Vous n'avez pas eu peur d'ailleurs, vous, de vous exposer à une zone où des radiations ont sévi pendant très longtemps? En fait, ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'on n'est pas renseigné, mais en fait, il faut savoir que depuis 35 ans, les radiations ont extrêmement baissé et maintenant, c'est devenu vivable sur quelques jours, voire semaines. Évidemment, il ne faut pas rester dans la ville abandonnée pendant toute une année. Là, il y aura des conséquences sur le corps, mais à petite dose, on peut s'y balader sans trop de problèmes. Et du coup, on avait un compteur GGR avec nous qui contrôlait les radiations et on n'a jamais dépassé des taux qui étaient extrêmes, quoi. Les doses qu'on prenait étaient totalement supportables pour notre corps et sans répercussions à long terme, normalement. Bon, un périple que vous avez résumé en format réseaux sociaux là, sur ce petit vlog d'une minute. Finalement, vous nous conseillez le voyage, si j'ai bien compris, Florian. Moi, je conseille le voyage pour l'histoire, pour de la découverte, mais avec de la préparation. Il ne faut pas y aller sans connaissance, mais c'est vrai que si on se renseigne un peu, c'est un lieu passionnant, plein d'histoires, et c'est vraiment, encore une fois, un musée à ciel ouvert, quoi. On découvre la vie d'avant, on découvre ce que peut engendrer une catastrophe pareille, on découvre une biodiversité magnifique. Et, vous n'êtes pas fait attraper par les autorités On a dû courir pas mal de fois, les chiens nous ont couru après, les gardes nous ont couru après, surtout là, ce dernier trip que j'ai fait il y a une semaine et demie, c'est vrai que c'était un peu chaud, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de gardes, et surtout qu'ils ne sont pas très sympas, du coup on a dû pas mal courir. C'était pas pour les embêter, nous on voulait faire nos photos et repartir comme ça, incognito, et c'est vrai qu'on a dû courir, mais ça s'est bien passé. Cet été, on s'est fait attraper. Du coup, on est allé au commissariat de Tchernobyl. C'était les dernières images qu'on voyait là. C'est ça. Avec du coup, j'ai un petit tampon qui me disait de partir du territoire sous 6 jours parce que j'étais rentré dans la zone illégalement. Mais j'ai pu y retourner sans trop de problèmes il y a 2 semaines, quoi. Du coup, ça va. Ils sont habitués. Votre fiancée était ravie du voyage de noces? Très ravie, très très ravie. Elle a envie d'y retourner. Ben voilà, merci en tout cas de ce témoignage et de ces visites plutôt insolites près de chez nous ou très loin du côté de l'Ukraine. On va revenir chez nous en Isère pour finir cette émission. Et on va parler d'une histoire vraie traduite en BD. La BD s'appelle La Pierre des Rois. C'est l'histoire de Robert Ayot, qui est un passionné d'histoire, qui a fondé il y a quelques années l'association des Amis de l'Histoire du Pays Visillois. Et c'est vous, Georges Martin, qui avez eu l'idée de mettre sa vie en BD. Exactement. Il m'a raconté plusieurs fois cette histoire et je l'ai trouvée magnifique. Et je trouvais qu'elle méritait d'être concrétisée. À ce titre, vous avez, l'association est en train de préparer un livre qui s'appelle 4000 ans de mines de Loisan.
Et je pense que vous allez pouvoir y trouver certainement des tas Pas tomber dans l'oreille d'un sourd. de lieux à visiter. Alors, ça sera prêt dans quelques mois. Donc, je reviens sur cette BD. Donc, c'est une histoire où on a essayé de révéler par le parcours de Robert Ayo, mais aussi de révéler ce matériau, l'albâtre, qui est un matériau magnifique, puisqu'il a été très, très souvent confondu avec du marbre. C'est ce que vous m'avez amené là, ce que vous appelez la pierre des rois. Alors c'est vrai que comme ça, moi, je ne suis pas un spécialiste, je pourrais penser que c'est du marbre. Eh ben, c'est ce que les gens croyaient. Par exemple, le gisant de Lesdiguières à Gap était marqué marbre de Carrare. Et ce gisant s'est révélé être en albâtre de Notre-Dame de Mézage. Et toute cette enquête que Robert Ayo a menée a révélé des centaines de sculptures, qui sont d'ailleurs certaines magnifiques, hein, on va dire des sculptures qui sont aujourd'hui à travers le monde, à travers la France, qui sont de l'albâtre de Notre-Dame de Mézage. Ça a surpris les spécialistes de la sculpture, qui d'un seul coup se sont dit, mais attends, il y a eu au XIVe et au XVIe siècle un quasi monopole. Tout venait de chez nous. Tout venait de chez nous. D'ailleurs, au point que les gens se sont demandé si les méthodes qu'ils avaient mis au point pour déterminer, parce que par les isotopes, par les méthodes isotopiques, on est capable de dire que cette sculpture provient de telle ou telle carrière. C'est un peu comme une signature ADN. C'est une signature isotopique. C'est une signature ADN, si on veut. Et les gars ils se sont dit, mais attends, c'est pas possible. D'où sortent toutes ces sculptures Notre-Dame de Mézage, que personne connaît. Et ça, il y a eu tout un travail de mise en lumière de cette carrière. Alors vous avez raconté cette histoire, cette enquête d'une vingtaine d'années à travers ce format de BD. Hein, c'est lui qui fait la une, Robert Ayo, oui. là, sur cette BD. J'imagine que vous avez travaillé de concert pour l'histoire. Pour la petite histoire, j'habite Évreux. Donc on a travaillé beaucoup au téléphone avec Robert Ayo. C'est-à-dire je lui ai envoyé des planches qui étaient discutées, lui apportant la véracité, l'authenticité des faits. Et nous, parce qu'on a travaillé avec un encreur, avec un ami, apportons le dessin. Là, vous m'avez apporté les originaux. Hein. Exactement. C'est ce qui ensuite est devenu la BD. Donc, Et cette scène-là, c'est le jour où Robert Ayo, qui est un historien de Notre-Dame de Mézage, qui connaît tout sur Notre-Dame de Mézage, découvre au musée de Dijon que les pleurants, qui ceinturent les tombeaux des ducs de Bourgogne, sont en albâtre de Notre-Dame de Mézage. Ce qu'il ne savait pas, et comme ça a été un moteur pour lui extraordinaire, pour pendant 17 ans, continuer à visiter les archives, les musées et toutes les pierres. Là, on voit quelques photos de Notre-Dame de Mézage, que tout le monde ne situe pas. C'est une commune de l'agglomération grenobloise, mais ce n'est pas la commune la plus connue. Hein. Il y a 1000 habitants, c'est un petit peu au-dessus de Visil, hein, oui, dans le début de la vallée de la Romanche. De l'autre côté de la Romanche. Il suffit de traverser le pont, comme dirait Brassens, hein, et on trouve cette petite commune. Alors, là aussi, cette BD a amené je ne dirais pas des produits dérivés, mais une décision a été prise de faire une Marianne en albâtre de Notre-Dame de Mézage pour la commune de Notre-Dame de Mézage. Donc, parce qu'il n'y avait pas de sculpture d'albâtre dans la Mecque de l'albâtre. C'est quand même paradoxal. En tout cas, c'est la dernière connue sculpture réalisée en albâtre de Notre-Dame de Mézage, qui est très belle d'ailleurs. C'est pleurant. Je crois qu'on a une petite photo de ces sculptures qui donc ont donné vocation à Robert Ayo pour essayer de déterminer que ça venait bien de son village, des sculptures du Moyen-Âge exposées à Dijon. Oui, surtout on lui a appris, on lui a dit. Oui. Là, il a découvert. Et ça l'a intrigué. Et après, il s'est dit, comment ces sculptures magnifiques ont-elles pu arriver au tombeau des ducs de Bourgogne, sachant que Notre-Dame de Mézage, c'était 500 habitants. Donc, il a commencé à chercher, à aller à Grenoble, où il y a de belles sculptures, en albâtre, de Notre-Dame de Mézage. Et puis, alors, on en trouve à Grenoble, on en trouve à Gap, on en trouve à Chambéry, on en trouve à Marseille, on en trouve à Saint-Pétersbourg, à Cleveland. Aujourd'hui, c'est quand même une belle réussite, cette carrière de Notre-Dame de Mézage. Et c'est Robert Ayo et vous, à travers ce livre, qui remettez ça en lumière. La mine existe aujourd'hui encore? La mine existe. Elles ont été comblées. Quand j'étais gamin,
j'allais m'amuser dans ces mines. Ça s'appelait les plâtrières. Et puis, elles ont été comblées. Et grâce à une colonie de chauves-souris qui a eu l'idée de s'installer, il a fallu laisser une ouverture. Et on trouve encore des boules dans cette mine de gypse, parce qu'on va dire qu'elle a été exploitée pour le gypse et faire du plâtre. On trouve encore des boules d'anhydrite, qui est la partie noble de l'albâtre, on va dire, pour être... Eh bien, très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais Florian, je le sens hyper attentif, donc peut-être qu'il va trouver lui, l'ouverture de ces mines. On peut l'aider, on connaît le chemin. Voilà, en tout cas, la BD qu'on peut commencer à trouver, elle vient de sortir, notamment dans certains musées de l'Isère, Saint-Antoine-l'Abbaye, le musée de l'Ancien Évêché à Grenoble. Oui, Gap, au Gap, où il y a une exposition de cette BD. Et on la trouve aussi au Palais, à la zone industrielle de Cornage, à Visil, et bien entendu à l'association Les Amis de l'Histoire du Pays Visillois. Merci Georges pour cette présentation de BD. On va terminer avec notre petit tour de table des bons plans. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va quand même demander à nos invités une ou deux idées de sortie. Charlotte, vous êtes une sportive, je crois que vous aviez envie de faire un petit focus sur un site de la région. C'est ça, j'aimerais parler du Beldon Outdoor. C'est un parc d'aventure où on peut faire de l'acrobranche. Donc il y en a pour tous les niveaux et tous les âges. Il y a aussi des jeux d'activité pour l'extérieur. Et voilà, moi j'ai déjà fait de l'acrobranche avec mes amis et mes proches et je sais que c'est une activité qui rassemble et ça permet de se dépasser. C'est au Sept-Lô, hein, ce parc acrobatique et avec évidemment à l'automne une belle vue sur la montagne. Nora, une petite idée de sortie comme ça au pied levé. Vous êtes plutôt sportive vous aussi ou... Non, pas trop. Non, pas trop. Mécanique. Moi, je suis plutôt sortie nourriture. Par contre, j'aurais plein d'idées de restaurants à vous donner. Mais... Bon, je sais que Florian aussi a un petit coup de cœur sur Grenoble. C'est en plein centre-ville de Grenoble, c'est le garage hélicoïdal, qui est un super bel édifice en fait caché au cœur même de l'hypercentre. On le voit là. C'est que c'est vraiment à aller voir parce que c'est une merveille architecturale reconnue dans le monde entier. Et des gens font le déplacement jusqu'à Grenoble juste pour voir ça. Et franchement, je comprends. Et puis en plus, depuis le toit, on a une belle vue un petit peu sur la Bastille et 2-3 autres bâtiments aux alentours. Et monsieur tout le monde peut monter sur le toit Oui, c'est des garages. Du coup, tant qu'on a l'autorisation, on peut aller faire un petit tour. C'est 6 rue de Bressieux. Hein. Ça date effectivement de 1032, je crois, 1932, la construction. C'est Art déco, je crois. Ouais, bientôt une centaine d'années. Et c'est un lieu qui inspire aussi les cinéastes. Ça a été le théâtre, il y a quelques mois, d'une scène, Les Gassures, hein, tournée avec Omar Sy, qui devrait sortir en 2022. Alors, on leur a piqué quelques images au moment des répétitions des cascades. Ils ont d'ailleurs filmé dans plein d'autres endroits abandonnés de Grenoble. Et oui, de Grenoble et de la vallée de la Romanche. Ils ont tourné du côté de Rioux-Pérou avec cette fameuse maison des rivières pourpres. Je sais pas dans quelle heure, ouais. Donc le film sortira en 2022. On verra si le garage hélicoïdal cher à Florian est mis à l'honneur. Merci en tout cas à tous. Bonne continuation pour la Pierre des Rois et cette belle histoire locale. Merci. Florian, prochain voyage à Tchernobyl. N'hésitez pas à convier Charlotte et Nora. Je pense qu'elles seront ravies. Ça va être super. Et puis nous, on donne rendez-vous à tout le monde le 11 décembre hein, pour l'élection de Miss France et le sacre de Charlotte Fort. Merci à tous. On se retrouve très vite pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.